Et on est ensemble, vous le savez, jusqu'à 13h. Et avec vous, au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux, le deuxième sujet que l'on évoque ensemble ce midi sur Sud Radio, c'est donc la mise en place depuis hier du pass sanitaire. Vous l'avez sans doute expérimenté d'ailleurs, lors de votre quotidien, au café, au restaurant, dans les centres commerciaux. Eh bien, vous pouvez nous appeler pour nous dire comment ça s'est passé, quelles ont été les réactions des uns et des autres. Et si vous êtes en vacances aussi, parce que c'est la grande révolution. Il y a aussi cette question qui entre en vigueur également avec donc la loi qui a été votée et adoptée la semaine dernière. C'est l'obligation vaccinale pour les soignants. On va en parler avec l'une de nos invitées ce midi sur Sud Radio. Et là aussi, vous nous appelez au 0800 26 300 300 pour évoquer ces questions autour du coronavirus. Marine, nos invités sont là. Oui, on est avec Evelyne Bourgeois qui est agent de service hospitalier et secrétaire CGT du CHU de Rouen. Bonjour Evelyne. Bonjour. Et Gérald... Merci. Oui, allez-y Marine. Et Gérald Kirzek qui est médecin urgentiste et chroniqueur santé. Il est directeur médical de Doctissimo et il a écrit Coronavirus, comment se protéger aux éditions de l'Archipel. Bonjour Monsieur Kirzek. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous tous les deux. Alors on va enchaîner les questions. Gérald Kirzek, je voulais faire un point avec vous parce que les informations arrivent ce matin sur une situation qui nous donne un goût de déjà vu malheureusement. C'est la Martinique, c'est la situation épidémique chez nos amis martiniquais sur les Antilles qui reconfinent dès aujourd'hui. Les touristes appelés à partir, les renforts qui sont envoyés sur place. Est-ce qu'on peut dire qu'on est véritablement dans une situation qui est hors de contrôle ou qu'on essaye de contrôler justement? On est dans une situation où on essaye d'aider nos amis martiniquais. Moi, je voulais partir et je peux pas parce qu'on est tellement tendu en termes de planning, tout simplement de ressources humaines en France, que c'est très compliqué là de faire partir des gens. Mais il y a quelques collègues qui vont pouvoir y aller. Après, il faut bien voir que la Martinique, la Guadeloupe, même la Guyane, on est sur des territoires qui sont structurellement en grande difficulté. C'est-à-dire que de base, coronavirus ou pas coronavirus, on voit bien que quand vous avez une trentaine de lits sur chaque île de réanimation, parfois moins, eh bien c'est compliqué déjà de base, quelle que soit la situation sanitaire. Et quand là vous avez une situation sanitaire qui augmente, un besoin qui augmente. Alors cette année c'est le coronavirus, mais je reprenais des articles notamment sur la Martinique il y a quelques années. Où il y avait déjà les urgences qui explosent. Donc là, effectivement, on est dans un contexte sanitaire de Covid, donc il y a du renfort de métropole, mais je vous garantis qu'en 2017-2018, il y avait des situations qui étaient aussi très difficiles avec des pertes de chance pour les patients et qui n'avaient malheureusement pas de renfort de la métropole. Donc, encore une fois, oui, il y a une situation épidémique qui augmente, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, il y a une population qui est fragilisée, âgée, en état de surpoids et surtout un manque cruel d'hôpitaux, de ressources humaines, un turnover extrêmement important. Donc tout ça, ça fait un cocktail un peu détonnant malheureusement. Oui, quand on entend par exemple qu'on demande aux touristes de repartir ou de partir au plus vite, on imagine l'émotion, les interrogations aussi par rapport à cette situation, alors que peut-être ces touristes sont vaccinés, ont leur passe sanitaire, etc. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Encore une fois, moi je suis pas sur place, donc je ne connais pas la situation sur place. Je suis assez étonné quand même dans cette crise qu'on n'ait pas d'image. Vous voyez, c'est-à-dire que depuis mars 2020, on n'a jamais d'image des services engorgés. Les services de réanimation, ils sont saturés. Ils sont de base saturés. Quand vous avez, je crois que c'est 33 lits en Martinique de réanimation pour une population de 400 000, quand vous avez des touristes qui montent jusqu'à 1 million comme visiteurs, c'est sûr que de base, c'est une situation qui est sous-dimensionnée. On n'a pas assez, les collègues martiniquais n'ont pas assez de moyens, les collègues guadeloupéens aussi. Je vous rappelle l'incendie du centre hospitalier de Guadeloupe en 2017. Le nouveau n'a pas été reconstruit. Vous rajoutez la Guyane pour faire une IRM, il n'y a pas d'IRM en Guyane. Il faut venir sur les Antilles, donc sur la Martinique ou sur la Guadeloupe. Donc oui, il y a des urgences qui débordent. Elles débordent probablement plus que d'habitude, mais moi j'aimerais quand même qu'on ne soit pas dans du fantasme ou d'apocalypse, comme on a pu l'être d'ailleurs en métropole, comme on peut l'être encore en ce moment où on a l'impression que Marseille, le sud-est de la France, tout ça est en train de déborder. Quand on regarde les chiffres, on n'est pas forcément sur du débordement, ou en tout cas, c'est pas de l'apocalypse. Il y a des difficultés structurelles, il y a une population qui est sous-vaccinée, il y a 20% de la population des Antilles qui est vaccinée, donc c'est insuffisant. Il y a une population qui est fragilisée, âgée, en surpoids. Tout ça, on sait que c'est des facteurs de risque majeurs de coronavirus. Après, je ne pense pas, encore une fois, que ça soit l'apocalypse.
l'apocalypse. Alors que le préfet me fasse des mesures de confinement, encore une fois, le confinement, on n'est même pas sûr que ça soit efficace. Hein, vous voyez, moi, je préférerais qu'on mette l'armée qu'un hôpital militaire avec vraiment des moyens pour pouvoir soigner les gens et construire des vrais hôpitaux là-bas pour éviter de rapatrier la population, plutôt que de faire des mesures de confinement qui sont quand même très discutables. Quant aux touristes qui sont là, oui, c'est dans la logique des choses, malheureusement, que de leur dire de rentrer. Mais ce qui serait bien côté journalistique aussi, c'est qu'on puisse avoir un certain nombre d'images et de témoignages et pas uniquement aller focuser sur la réanimation. On a l'impression que le coronavirus, c'est qu'un problème de réanimation. C'est loin d'être un problème de réanimation. Autre question avec vous, et je poserai la même question à Evelyne Bourgeois, qui est avec nous, agent du service hospitalier au CHU de Rouen et secrétaire donc CGT sur le CHU de Rouen. C'est le message du patron de Sanofi sur les réseaux sociaux qui dit, voilà, j'entends beaucoup chez les personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées, qui sont contre le pass sanitaire ou qui s'y opposent en tous les cas, qu'ils attendent le vaccin français pour pouvoir se vacciner en toute sécurité. Et ce vaccin, dit-il, ne sera pas là avant des mois. Et donc, n'attendez pas le vaccin français. Faites-vous vacciner dès maintenant pour éviter les variants. Il a raison de faire ça, Gérald Kirsiak? Bon, il a raison de dire, et il connaît en interne ce qui se passe en termes de recherche et développement sur son vaccin. S'il dit qu'il sera pas là avant des mois, c'est qu'il sera pas là véritablement avant des mois. Donc, je pense qu'il a aucune envie de sabrer son entreprise et qu'il a un message de santé publique et de responsabilité qui est de dire n'attendez pas, faites-vous vacciner, notamment si vous êtes à risque. Juste dans votre introduction, vous citez l'amalgame qui est souvent fait entre anti-vax et anti-pass. C'est pas pareil. Hein. On peut être contre le pass sanitaire parce que je pense que c'est une aberration, ce pass sanitaire, que c'est inefficace et qu'on ouvre une boîte de Pandore avec malheureusement des données médicales qui permettent de ficher les gens, de les filtrer. Et je trouve ça extrêmement éthiquement discutable, pour ne pas dire honteux. Mais c'est pas être anti-vax, vous voyez. Enfin, toute l'équipe est vaccinée, on est vacciné. Il faut vacciner les plus fragiles et je pense qu'il faut qu'on soit vraiment sur priorité des priorités maintenant, c'est de vacciner les plus fragiles. Pourquoi? Parce que ces vaccins, Moderna, Pfizer, Janssen et pas Sanofi, ils sont disponibles, ils ont une efficacité qui est démontrée pour protéger des formes graves. Donc, c'est les gens qui sont à risque de formes graves qu'on doit vacciner en priorité. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre et voilà pourquoi M. Bogilo, je crois le patron de Sanofi, dit qu'il faut se vacciner tout de suite. L'autre chose que je me permets de reprendre, c'est que vous avez dit dans votre introduction, pareil, dans votre question, c'est pour éviter les variants. C'est pas tout à fait ça, c'est pour éviter les formes graves. Formes graves, oui. Ce n'est pas démontré que ça évite les variants, voire même certains, et notamment les vétérinaires, disent que c'est l'inverse, c'est-à-dire que si on vaccine massivement toute une population en période épidémique, ça peut même augmenter les variants. Donc je pense qu'il faut rester sur les choses de bon sens. Le bon sens, c'est de se vacciner quand on est à risque. Et je rappelle les 3 critères de risque: plus de 50 ans avec des maladies, plus de 65 ans, quelle que soit maladie ou pas maladie, et les patients obèses. Et il y a encore quasiment 3 millions de personnes qui n'ont pas un schéma vaccinal qui sont dans ces catégories-là. Et c'est ces patients-là, ces gens-là qu'il faut vacciner en priorité des priorités. Alors Gérald Kirsiak, je passe la parole à Evelyne Bourgeois qui est avec nous. Evelyne Bourgeois, je rappelle que vous êtes agent au service hospitalier, secrétaire CGT au CHU de Rouen. Le message pareil du patron de Sanofi qui dit en gros à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner avec Moderna, avec Pfizer, avec tous les vaccins à disposition et qui veulent attendre le vaccin français et qui dit n'attendez pas qu'on arrive parce que c'est pas avant des mois. Vous en parlez avec vos collègues qui sont réticents à la vaccination en tous les cas? Alors oui, puisqu'on a quelques agents qui nous ont contactés par téléphone ou qui se sont déplacés au local, justement, le fait de rendre la vaccination obligatoire était plutôt sur le vaccin français. Je pense qu'au départ, il y avait une date qui devait être fixée, alors je sais plus, c'est fin septembre ou fin octobre. Bon, visiblement là, le vaccin ne va pas sortir tout de suite. Et donc nous, on essaye d'orienter, parce que bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est il y a des agents qui ne veulent pas du tout être vaccinés. Donc, quel que soit le vaccin, que ce soit Moderna, Pfizer, et il y en a d'autres qui sont réticents à ces vaccins-là, mais qui voulaient le vaccin français. Donc là, effectivement, comme la vaccination est rendue obligatoire, du coup, ça fait réfléchir les agents à effectivement s'orienter vers le vaccin, les vaccins les plus connus actuellement, quoi. Donc je voudrais juste quand même, parce que le docteur Kirsiak en a parlé, quel que soit le syndicat, enfin au niveau de la CGT, on n'est pas contre la vaccination, c'est par rapport au pass qui est rendu obligatoire, et que là c'est une atteinte vraiment aux libertés et aux droits de la santé à chacun, quoi.
Comment ça se passe depuis hier d'ailleurs le contrôle de ce pass à l'hôpital, Evelyne Bourgeois, puis Gérald Kierzek également. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Le contrôle, nous au CHU, bon, comme tout hôpital, il y a différents accès. Là, il y a eu un recours à une entreprise privée pour renforcer justement au niveau des contrôles. Il y en a qui ont été contrôlés, d'autres pas. Donc c'est mis en place depuis hier. Donc c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu la période test. Mais il y a effectivement il y a des problèmes qui se posent, puisque là on a l'exemple dans certains services où on accueille des mineurs, où les parents ne sont pas vaccinés ou ne veulent pas être vaccinés. Donc là, effectivement, il y a tout tout doit être revu puisqu'ils actualisent au fur et à mesure, de façon à pas se retrouver avec des contraintes d'agressivité. Enfin voilà, par rapport à, entre autres, au niveau des adolescents. Enfin voilà, des mineurs quoi. Gérald Kierzek, est-ce qu'il y a des tensions à l'hôpital là depuis maintenant que la loi est passée et que certains ne veulent pas être vaccinés, parmi les soignants je parle, et d'autres qui ne pourraient ne pas comprendre la situation? Est-ce que ça crée des tensions directement? Bon, je pense que c'est une minorité de soignants qui veut pas se faire vacciner et que l'immense majorité est responsable, se fait vacciner. Les chiffres qui ont été donnés étaient des chiffres qui ne globalisaient pas, qui étaient uniquement sur les services de santé au travail, mais dans l'immense majorité, ce qu'on voit au quotidien, mais ce qu'on peut voir aussi en libéral ou à l'hôpital, les soignants sont responsables et se font vacciner. Après, s'ils se font pas vacciner ou s'ils refusent, il y a une espèce de combat un peu, j'allais dire, quasiment politique. C'est-à-dire que les soignants en ont marre, en fait, depuis des années, d'être pris pour des pions, d'être transbahutés d'un service à un autre, d'avoir aucun respect, d'être maltraités par les directions hospitalières. Et c'est une espèce de barreau d'honneur avec, ça traduit plus un épuisement et un burn-out des soignants que de véritables anti-vax. Encore une fois, il peut y avoir des anti-vax, mais c'est vraiment extrêmement minoritaire. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur les contrôles. Parce que, moi je suis le garde ce soir, on va voir comment ça se passe. Moi j'ai d'ores et déjà dit qu'il était hors de question de refuser quoi que ce soit, personne. Et d'ailleurs ça a été un peu assoupli puisque c'est à discrétion un peu dans les hôpitaux. Mais le principe... Ça paraît fou d'ailleurs de se dire qu'on va bloquer les gens à l'entrée de l'hôpital. Le principe, mais exactement, c'est-à-dire que c'est le principe même d'un pass sanitaire pour bloquer les gens à l'hôpital est complètement honteux. Je vous rappelle que l'hôpital, c'est le lieu d'accueil de l'étranger au sens en dehors des murs, donc de la ville, on peut accueillir tout un chacun. Moi, je travaille dans un hôpital qui s'appelle l'Hôtel Dieu, l'Hôtel de Dieu, on accueille tout le monde dans cet hôpital. Et imaginez une seule seconde qu'on va bloquer des gens parce que qui détermine urgence, pas urgence, etc., le vigile, le directeur, le médecin, l'infirmière, c'est juste scandaleux. Donc tout le monde, et le Conseil de l'ordre des médecins l'a rappelé, il ne doit pas y avoir d'empêchement à l'accès aux soins, de tri évidemment, et le principe même d'un pass sanitaire à l'hôpital est odieux, de même qu'il est odieux à l'extérieur, je trouve, parce que c'est à partir de données médicales qu'on va filtrer les gens et qu'on va vous donner l'autorisation d'aller manger au restaurant. Et juste sur l'hôpital, vous savez combien coûte mensuellement le contrôle du pass sanitaire? C'est la Fédération de l'hospitalisation de France, donc le syndicat des directeurs d'hôpitaux qui l'a quantifié. Ça coûte 60 millions d'euros par mois. C'est-à-dire que pour embaucher des vigiles, parfois 15, 20, 40 vigiles dans les grands CHU, eh bien vous avez, avec la bénédiction de tout le monde, et ça ne choque personne alors qu'on manque de moyens, et c'est pas la collègue syndicaliste qui va me dire le contraire, alors qu'on manque de moyens dans les hôpitaux, on va dépenser dans ce pays 60 millions d'euros par mois pour pouvoir contrôler les passes sanitaires. Mais on marche sur la tête. On a besoin d'infirmières, d'aides-soignants, on a besoin de matériel, on a besoin éventuellement de construire des hôpitaux de proximité. Avec 60 millions d'euros par mois, vous en construisez un certain nombre d'hôpitaux de proximité. Evelyne, vous voulez réagir à tout ça? Oui, je voulais juste réagir puisque nous, on a dans certains hôpitaux, nous entre autres au CHU, on a ce qu'on appelle un service de médiation. Donc le service de médiation a été renforcé par des entreprises, enfin une société privée, où apparemment il y avait une demande d'environ 35 personnes pour renforcer justement. Donc, Evelyne. Oui, pardon. Pardon, vous entendez plus, c'est pour ça. Excusez-moi. Je disais que nous, au CHU de Rouen, il y a eu un appel effectivement à un renfort pour les agents de sécurité, puisque nous, au CHU, on a déjà un service de sécurité de médiation. Donc là, il y a eu un renfort. Apparemment, il y avait une demande pour environ 35 agents de sécurité supplémentaires, avec un coût de 150 000 euros. Donc visiblement les 35 renforts, qu'ils devaient avoir, n'ont pas eu, puisque comme tous les hôpitaux se mettent en ordre de marche, donc du coup ils ont revu à la baisse, mais ça a un coût pour l'hôpital.
Et c'est vrai que quand les agents entendent ça, qu'on paye des sociétés privées pour filtrer au niveau des entrées, mais oui, c'est scandaleux. Ouais, on n'a pas besoin de vigiles, on a besoin d'aides-soignants, on a besoin d'infirmiers, on a besoin de médecins, on a besoin de lits, on a besoin de lits partout sur le territoire. Plutôt que de mettre 60 millions d'euros à embaucher des vigiles par mois, allez voir les collègues guadeloupéens et martiniquais, ils aimeraient bien avoir un hôpital. Quand je vous rappelle que l'hôpital de Guadeloupe a brûlé en 2017 et qui est toujours pas reconstruit, à un moment donné, on nous dit il n'y a pas d'argent. Cette crise a coûté depuis début 2020 424 milliards d'euros. Regardez combien d'hôpitaux, là aussi, vous pourriez créer avec 424 milliards d'euros, ce qui serait en plus un facteur d'apaisement social, parce qu'on voit bien que dans ces manifestations anti-pass, on voit des gilets jaunes, on voit des gens qui comprennent pas, qui veulent défendre leur liberté, etc. On va y revenir. Il y a surtout des vrais sujets de consentement à l'impôt et de cohésion sociale. Et s'il y a bien un sujet qui met tout le monde d'accord, c'est de dire, on veut être soigné et l'État doit pouvoir nous soigner et avoir des hôpitaux. C'est d'ailleurs un des premiers droits pour être soigné. Merci. Vous bougez pas, Gérald Kirziak, vous êtes avec nous, médecin urgentiste, chroniqueur santé. On va vous retrouver dans un instant. Evelyne Bourgeois, agent au service hospitalier du CHU de Rouen et secrétaire CGT. On parle avec vous de toute l'actualité autour du pass sanitaire, du coronavirus, du vaccin ou des vaccins. Et on va aller aussi au standard dans un instant. Retrouver nos auditeurs qui nous appellent nombreux au 0826 300 300. À tout de suite. Et on est toujours avec nos invités, Gérald Kirziak, médecin urgentiste et chroniqueur santé, également Evelyne Bourgeois, agent de service hospitalier au CHU de Rouen et secrétaire CGT, Marine. Et également, on va aller du côté du standard. Oui, vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Et tout de suite, on est avec Richard de Toulouse qui souhaite réagir au débat. Bonjour Richard. Oui, bonjour Richard. Bonjour à vous. Bonjour docteur. J'ai une question en fait qui est très simple. C'est pour les parents qui ont conduit leurs enfants mineurs à la vaccination. Y a-t-il un risque de recours juridique de leurs enfants à leur majorité pour mise en danger, voire pire s'il y avait des séquelles éventuelles? Et j'ai une question complémentaire. Faut-il une ordonnance du médecin traitant pour se prémunir de ce genre de risque? Voilà ma question. Alors, qui est spécialiste en droit dans le futur? Il faudrait plutôt un avocat, mais on voit bien derrière la question, votre question, c'est qu'il y a cette peur pour les enfants, en se disant finalement ils ont pas grand risque de la maladie. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment les vacciner? Puisque moi je suis toujours dans une logique de bon sens et de balance bénéfice-risque, et c'est pour ça que je disais juste avant, il faut vacciner les gens les plus à risque. C'est eux qui risquent d'engorger le système de santé, c'est eux qui sont à risque de forme grave, et c'est pas tellement les enfants. Surtout qu'en plus le vaccin, on n'est pas sûr qu'il empêche totalement la transmission. Après, je suis pas sûr que ça soit une histoire de recours juridique, mais je comprends les réticences des parents. Je pense que la priorité, elle est pas chez les enfants. Et quand on dit les enfants, c'est pas en dessous de 12 ans. Et je pense que ça serait une erreur vraiment de baisser encore cet âge. On a dit les 12-17. Je peux comprendre chez les ados qui font des fêtes entre eux, etc. Il peut y avoir éventuellement un intérêt. Mais en dessous de 12 ans, ça n'a pas d'intérêt d'aller vacciner les enfants. Je pense vraiment, on a voulu faire en France du quantitatif et pas du qualitatif. Or, faut aller cibler les gens à risque. C'est une aberration de dire, allez, on augmente, ça y est, on est à 50 millions de Français parce qu'on a vacciné des gens qui se retrouveront jamais à l'hôpital à cause du coronavirus. Alors on me dit oui, il y a des Covid longs, c'est rarissime chez les enfants et chez les adolescents. Donc là aussi, bon sens médical. Faut en discuter avec votre médecin traitant. Je pense que c'est extrêmement important aussi. Les médecins traitants, ils sont là, et je crois que la parole de confiance, elle est avec les médecins de terrain. Elle n'est pas forcément avec les médecins de télé, mais avec les médecins de terrain. Et les médecins traitants là peuvent vous conseiller. Richard, vous avez vacciné vos enfants donc? En fait, mes enfants sont plus grands, ils se sont vaccinés. Et je trouve que après c'est des choix individuels. Bien sûr. Mais par contre, j'ai des amis qui se posent des questions pour des enfants qui sont à moins de 12 ans. Et donc, pour l'instant, c'est pas une obligation. Ouais. Sachant qu'au départ, le vaccin n'était pas conseillé, et aujourd'hui, je me dis aussi, est-ce que c'est bien de ponctionner des vaccins qui pourraient aller aux plus fragiles dans le monde en les consommant dans nos pays riches que pour des enfants? Ça a été soulevé par quelqu'un qui était à votre antenne de manière très pertinente. Il y a un peu d'égoïsme derrière ça aussi, quoi. Il faut qu'on puisse protéger les gens les plus fragiles, Voilà, mais je pense. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie de la réponse,
et de la clarté. Pour une fois, il y a en fait on essaye. On sent un avis dépassionné et une vraie vision de la problématique. Merci à vous. Merci à vous, Richard, de nous avoir appelé et d'avoir participé. N'hésitez pas, toutes les émissions, vous pouvez laisser les questions d'ailleurs au standard de Sud Radio et autant que possible, on essaiera d'y répondre dans la clarté, comme vous le dites, Richard de Toulouse. On est aussi, il y a d'autres auditeurs, Marine, du côté du standard de Sud Radio, si je ne me trompe pas. Oui, Renaud de Rodez qui nous a écouté également. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour tout le monde. Bonjour Véron. Moi j'ai clairement un problème avec ce pass sanitaire et avec le vaccin. Moi je suis pas vacciné, je suis pas anti-vax, loin de là, chacun est libre de se faire vacciner ou non. Mais quand on entend il faut le vaccin obligatoire pour les restaurants, pour les cafés, pour ci, pour ça, pour les transports, c'est fait complètement à l'envers. On nous dit pour les longues distances, les grandes lignes, etc. Il vous faut le pass et le vaccin obligatoirement. Et par contre, pour les bus en ville, le métro, etc., non. Il y a un moment donné, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête parce que le métro et les bus urbains, c'est quand même là où il y a le plus d'affluence et de fréquentation, et c'est quand même là où il y a quand même le plus de risques. Il y a un problème quelque part. En plus de ça, on nous dit, moi j'ai vu à droite et à gauche qu'il y a un des vaccins où il faudrait une troisième injection, voire même peut-être une quatrième. Alors, je ne sais pas quoi. On va essayer, Renaud, de répondre à vos interrogations. Là, je me tourne vers Evelyne Bourgeois. On entend donc les réticences et les inquiétudes de notre auditeur. Evelyne, sur ce pass sanitaire notre auditeur fait peut-être une erreur en disant il faut être vacciné pour aller au restaurant. Non, il faut un pass sanitaire, c'est-à-dire soit être vacciné, soit avoir un test PCR de 72 heures. Négatif, on est bien d'accord. Oui. Ah bah oui, parce que s'il est positif, c'est sûr que vous allez être rejeté. Ça. Ah oui, vous restez à la maison même, d'ailleurs. Oui. Après, je partage tout à fait. C'est aussi une incompréhension, surtout que nous, le CHU de Rouen est en centre-ville. Donc on a quand même beaucoup d'agents qui se déplacent par les transports en commun. Et c'est l'incompréhension parce que pour venir travailler, il faut le vaccin obligatoire. Mais à côté de ça, dans les transports en commun, effectivement, ils se retrouvent avec plein d'autres personnes qui peuvent ou qui ne sont pas vaccinées. Donc c'est vrai que c'est une incompréhension, même sur les transports de longue distance. Enfin, j'ai envie de dire, si vous devez attraper le Covid, que ça soit sur de la longue distance ou de courte distance, sur une longue distance, le pass sanitaire va vous empêcher d'attraper le Covid. Je comprends pas. Il y a des incohérences. Gérald Kierzek, est-ce qu'il n'y a pas des incohérences? On en parlait déjà hier midi avec des restaurateurs qui disaient mais pourquoi exiger un pass sanitaire, par exemple, pour aller en terrasse en extérieur? C'est quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à comprendre et qui voyaient mal comment ils allaient pouvoir l'appliquer surtout. Le pass sanitaire, ça ne sert à rien sur le contrôle de l'épidémie, c'est difficile à appliquer et c'est honteux sur le principe. Vous savez, il y a un vieux proverbe chinois qui disait le sage. Mais alors pourquoi on est arrivé à devoir créer ce pass sanitaire? Qu'est-ce qui, selon vous, comment vous l'analysez? Le sage montre la lune et l'imbécile regarde le doigt. Nous, on est tous en train de regarder le doigt en disant tiens, les tests, c'est entre 48, maintenant c'est 72 heures, ou pourquoi les faire en terrasse et pas en terrasse, etc. Le principe même est un principe, je trouve, totalement éhonté de vouloir contrôler sur des données médicales, parce que, pardon, mais c'est des données médicales, que vous soyez vacciné ou pas, test ou pas, ça s'appelle des données médicales, et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir aller dans un endroit ou pas aller dans un endroit. Au cinéma, alors, pourquoi mais bien sûr, pourquoi on est arrivé là? On en est arrivé là parce que c'est une obligation déguisée de la vaccination. C'est-à-dire que quand le président de la République a dit passe sanitaire, etc., le lendemain, tout le monde s'est rué pour se faire vacciner. Oui. C'est-à-dire que dans ce pays, c'est une obligation déguisée. Le problème, c'est que cette obligation, encore une fois, elle ne concerne pas les bons. Moi, si vous vaccinez 100% d'une classe d'âge qui a moins de 20 ans et donc qui a zéro risque d'engorger le système de santé, ok, vous aurez 100% de vaccinés. Sauf que si vous avez toujours de l'autre côté les 3 millions qui vont engorger le système de santé, on
n'a pas avancé d'un iota. Donc on voit bien que c'est une obligation déguisée. Ça prouve l'échec quand même de la pédagogie autour de la vaccination pour les plus à risque. Et je vous rappelle quand même que l'assurance maladie fait toujours pas des bons à envoyer. Vous savez, quand vous avez plus de 65 ans, vous recevez toutes les années le vaccin antigrippal. Bah là, on l'a pas fait, par exemple. Alors que ça pourrait être bien d'aller cibler les gens à risque. Bah, au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un pass sanitaire. J'avais écrit dans le Figaro que ça allait aggraver l'épidémie. On n'est pas loin parce que j'ai entendu je ne sais quel ministre dire on va conditionner l'entrée dans certains lieux sans masque au pass sanitaire. Donc, si vous avez votre pass sanitaire, vous êtes vacciné, vous pourrez enlever le masque dans les lieux qui sont des lieux où il y a du public qui se côtoie. Ben, c'est une aberration sur le plan du coronavirus. Et vous savez que je suis pas un alarmiste et que je suis pas quelqu'un qui veut des gestes barrières. D'ailleurs, on vous le reproche des fois un peu trop. Oui. On me reproche soit d'être d'un côté, soit d'être de l'autre. Moi, j'ai un discours très pragmatique. Il faut qu'on ait des gestes barrières raisonnables. On sait que le coronavirus, ça se transmet dans des lieux où c'est pas ventilé, c'est pas aéré. Bah là, faut garder le masque. Passe sanitaire ou passe sanitaire ou pas passe sanitaire. Donc on voit bien qu'il ne sert à rien ce passe sanitaire. Et il fait quand même une société très particulière où encore une fois sur des données médicales, on va vous autoriser, on va vous fliquer. Et je trouve ça et des citoyens fliquent d'autres citoyens. Quand les restaurateurs disent écoutez c'est pas notre boulot, j'entendais Marc Vera le dire, il a raison. C'est quand même dingue cette société où vous avez un citoyen lambda qui peut demander quasiment les papiers d'identité à un autre citoyen. Enfin vous voyez, c'est un climat très particulier quand même. Evelyne Bourgeois, pour terminer. Quelle est l'ambiance en ce début de mois d'août dans votre hôpital là aujourd'hui? L'ambiance, bah écoutez, c'est une continuité de fatigue, j'ai envie de dire, de lassitude, de la situation aussi, sanitaire. Je pense que là les agents sont arrivés au bout du bout. Je dirais pas à bout de souffle, mais je pense qu'aujourd'hui la problématique, il y a le Covid, mais il n'y a pas que ça. On le dit, on le répète, c'est le manque de lits, le manque de moyens humains. Voilà, il y a tout ça parce qu'aujourd'hui, il faut quand même pas, faut pas se le cacher. On est en situation en tension. On continue à fermer des lits. Nous, on a l'exemple. Moi, je travaille sur le site de Saint-Julien, donc qui fait partie du CHU de Rouen, où auparavant on avait 59 lits de chariatrie aiguë. Aujourd'hui, nous n'en avons plus que 20. Alors au départ, on nous a dit que c'était un manque de médecins. Aujourd'hui, c'est un manque de personnel. Et le fait de travailler par pôle, on redéploie du personnel, mais je crois qu'on n'a jamais tant vu de départ, de demande de départ, de démission, de burn-out, d'arrêt maladie, dû à la situation qui dure sanitaire. Et qui, voilà, c'est la situation sanitaire et c'est le manque de moyens. Tant que le gouvernement n'entendra pas les besoins humains, les besoins financiers pour faire fonctionner les hôpitaux, pour prendre en charge les patients, on en reparlera encore dans quelques années. Malheureusement, c'est effectivement ce qui risque d'arriver. Merci beaucoup, Evelyne Bourgeois. Je rappelle que vous êtes agent de service hospitalier, secrétaire CGT au CHU de Rouen. Gérald Kierzak, merci d'avoir pris quelques instants pour être avec nous ce midi. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste. On vous connaît bien, chroniqueur santé. Et je rappelle le titre de votre livre aux éditions de l'Archipel, Coronavirus, comment se protéger. C'est une mine d'informations aussi. Si on souhaite, vous êtes aussi le directeur médical de Doctissimo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi.